on se répète d'année en année, donc c'est un peu relou Tiens, 32 ans, je suis déjà blasé de ça, mais c'est juste de dire, et c'est derrière, il y a un problème aussi avec l'école, avec la création, je sais pas, je suis pas expert dans le sujet, mais de liens sociaux, il y a des choses qui pourraient être faites à l'école, toutes les initiatives intéressantes sont mises de côté. Je rappelle tout le temps celle de Céline Alvarez qui, moi, me fascine. C'est un sujet à débat, mais ça fascine pas tout le monde. Mais en tout cas, allez voir ce qu'elle a fait, l'expérience de Gennevilliers. Oui, elle promouvait une sorte d'école un peu à la Montessori. Montessori, c'est ça. C'est pas vraiment ça, je voyais où tu voulais aller. Cet esprit. Ça reprenait, ça s'inspirait de Montessori, mais c'était vraiment une expérience à la Céline Alvarez. Pour le coup, ce qu'elle a fait, c'était donc de 2014 à 2016, sur 3 années de grandes sections. Elle avait fait un truc où effectivement les enfants s'entraidaient tous. C'était quelque chose où le professeur n'était plus que là en passif pour venir aider. C'était le professeur qui était passif, qui venait aider les enfants quand ils avaient besoin, et les enfants étaient beaucoup plus actifs. Et le but, c'était de créer des environnements où tu vas aller chercher l'information, tu vas aller de manière ludique. Bref, c'est pas ça qui aurait évité cet attentat, c'est pas ce que je dis. Mais bon, ça va dans un bon sens. Non, ce qui me fascine, pour finir rapidement, ce qui me fascine sur ce sujet-là, c'est que par exemple, Céline Alvarez, quand elle arrive, et que les enfants, au bout de 3 ans, ils ont explosé les objectifs qu'ils avaient avec cette expérience de Gennevilliers, où tous les enfants savaient lire et écrire en arrivant au CP, En arrivant au CP, ils savaient tous compter au moins jusqu'à 100, et la plupart avaient commencé à apprendre une deuxième langue. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on est sur une dégradation de l'école. Là, c'est quand même un truc de fou. Donc, ça me fascine. Ça fascine pas tout le monde parce qu'effectivement, et c'est un gros sujet à débat. Comme Céline Alvarez, c'est un personnage. Donc, est-ce que tous les professeurs pourraient être comme elle ? Bref, sur ce sujet-là, c'est de dire tout de suite, quand elle a dit, on a explosé les résultats. Maintenant, on fait quoi demain ? Et à l'époque, c'était donc Blanquer, notre Blanquer préféré, ministre de l'Éducation, qui arrive et puis qui dit « Non, merci, on en tiendra compte. » Mais pour l'instant, on ne renouvelle jamais pas. Rien passé. Vous retournez dans le système normal. Elle n'est jamais retournée dans le système normal. Moi, ce qui me questionne dans tout ça, c'est quid de l'état actuel de la société française, de notre jeunesse et des gens tout court, de leur état mental. C'est ce que disait Miloud. Il y a une carence dans la prise en charge psychiatrique dans ce pays. D'ailleurs, il paraît, d'après, j'ai entendu, je crois, sur France Info, d'après les élèves qui étaient dans sa classe, que c'était un jeune avec des problèmes psychiatriques, qui était décrit comme dépressif, qui avait envoyé d'ailleurs un mail quelques jours avant de passer à l'acte en parlant, en protestant contre le mondialisme, l'écocide. Donc c'est un jeune qui avait l'air un peu préoccupé par son époque, donc très certainement angoissé, et qui devait se sentir isolé avec tout ça. En plus, avec des problèmes psychiatriques, psychologiques, de dépression, etc., par-dessus tout ça, comment ça se fait qu'on ne prend pas en charge correctement les gens, à part par des médocs qui vont enrichir l'industrie pharmaceutique. On sait qu'en France, on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs, et je crois que chez les jeunes, le taux de suicide a augmenté en flèche ces dernières années, à la faveur, entre guillemets, de cette crise sanitaire aussi qui a isolé tout le monde et qui a un peu saccagé les esprits de nos jeunes générations. Pourquoi est-ce qu'on ne questionne jamais l'aspect ? Parce que j'ai un peu la réponse, c'est que ça coûte trop cher. Ça coûte plus cher que de mettre des portiques. Parce que prendre en charge correctement les Français en psychiatrie, mais pas dans des mouroirs. Parce qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Il n'y a de toute façon pas de place. Encore moins pour la psychiatrie. Et puis, c'est toujours, surtout en psychiatrie, l'industrie pharmaceutique qui propose des solutions chimiques. Donc je me dis, avant d'aller sur le terrain de la sécurité, allons sur le terrain on va dire, de l'esprit et de pourquoi notre génération, pourquoi cette époque produit autant de gens malheureux en mal-être chronique. Je demande vraiment. Surtout que c'est pas de la sécurité, c'est du sécuritaire, et que l'on sait au niveau des expériences que dans les écoles, plus on met des murs hauts, plus on met des barreaux, plus les élèves se sentent agressés, mais on le vit nous aussi. Plus il y a des rapports d'agression qui se produisent. C'est-à-dire que plus on met une pression, plus on met dans un état de contrôle, plus les gens sont oppressés, et en réalité c'est l'inverse, c'est qu'on arrive à tout un tas d'actes délétères, et puis les gens perdent le lien entre eux, puisqu'ils apprennent à se méfier les uns des autres. C'est bien ce qu'on nous a fait, notamment après le terrorisme. Encore plus. Attention, tout à chacun est un terroriste potentiel. Et puis maintenant, avec le contact, via les virus et avec le Covid, alors il faut surtout pas s'approcher à 1,50 m de distance. En fait, le monde est devenu... Alors nous, on a des grilles de lecture, donc ça va, je veux dire, on arrive à vivre. Mais parfois, je me dis, mais attends, et pour quelqu'un qui n'a pas trop compris ce qui se passe et qui croit un peu à ce qu'on lui dit... Le monde est terriblement angoissant. Déjà qu'il l'est pour nous, alors qu'on a quelques clés de lecture.
pour les gens, on va dire lambda, sans être méchant, c'est angoissant. Mais rappelle-toi ce que nous a montré Mike de ces gens qui croient. Évidemment, c'était tellement angoissant pour eux que la solution, ça a été les injections. Oui, c'est vrai qu'on était chez GPTV là, il y a quelques jours pour une émission avec Corinne Lalo. Avec Corinne Lalo sur son ouvrage, donc fausse pandémie, vrai mensonge. Il a fait un micro-trottoir à cette occasion, Mike, et c'est vrai que beaucoup de gens en redemandent quasiment. Ah ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un tel déni, un tel incapacité à vouloir affronter le réel qui est trop difficile, je pense, pour beaucoup de gens. Et alors, du coup, c'est pas pour faire un parallèle avec ce que disait, c'est Elisabeth Borne qui parlait des réseaux sociaux. Oui, c'était la faute des réseaux sociaux. Ça, par contre, effectivement, je veux pas faire de parallèle avec ce que dit Elisabeth Borne, parce que je pense que c'est sur une toute autre affaire, mais du coup, je vais faire le lien. Je voulais parler d'une mini-série Netflix qui est extrêmement intéressante là-dessus, Adolescence. Et alors, qui parle de ce problème-là, parce que les réseaux sociaux, pas dans cette affaire de ce qui s'est passé à Nantes, enfin, voilà, a priori, mais en tout cas, il y a quand même un gros problème sur les réseaux sociaux qui enferment les jeunes dans une dépression abominable. Moi, je l'avais vu, moi, quand je finis le lycée, j'ai que Facebook à l'époque. Mais Facebook, ça nous crée déjà des inégalités, ça enfonçait les inégalités sociales en termes de sociabilité, surtout que tu avais au lycée. Je trouvais que c'était déjà très dur. Moi, j'avais que ça. Après, quand tu avais 5 ans plus tard... Très dur par rapport à quoi ? Au regard des autres Du cyberharcèlement, il y avait déjà des choses comme ça ? Oui, alors, de toute manière, le harcèlement à l'école, on n'a jamais attendu, même avant Facebook. Moi, j'en voyais au collège, c'était extrêmement dur, extrêmement lourd. Au moins, quand les gens rentraient chez eux... T'étais dans un truc tout parfait ? Non, j'ai pas dit que c'était tout parfait, j'ai dit que j'ai pas du tout Alors, moi, je l'ai vu. Si tu vois personne se faire harceler, c'est que tu es la harceleuse. Ouais, bon, alors, mais moi, j'étais dans une école... T'as frappé qui ? Ouais, écoute, j'étais dans une... Non, je crois pas, mais c'est vrai que je me rends compte, j'étais dans une école privée, catho, assez protégée, assez cocon. Le privé... Et j'avoue que... Moi, j'étais en privé, mais c'était pas cocon. Oui, d'accord. Non, mais le privé, j'ai toujours entendu que c'était plus... Moi, le public, c'était la jungle, franchement. Alors, moi, mon enfant, quand je compare à des amis qui étaient en public, oui, c'était un peu plus protégé, quand même. Vous avez vraiment pas de chance. Moi, j'ai fait le public et le privé. Dans les deux cas, c'était comme Laurence. Bon, bah, tant mieux. Je suis ravi d'entendre ça. Ouais. Alors, moi, tout. C'est pour ça que vous êtes plus équilibré que nous. Putain. Moi, j'ai vu des trucs. Je me suis dit, je vais devenir média rebelle après. Non, mais c'est vrai qu'au moins, il y a de tout temps, il y a eu du bizutage et du harcèlement. Mais au moins, quand tu rentrais chez toi, entre guillemets, t'étais protégé. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux qui rentrent dans ton intimité, tu continues de te faire harceler dans ton intimité, dans ta chambre. Et je pense que pour certains enfants... c'est passionnant. Mais va regarder... J'ai pas vu, donc ça s'appelle comment ? Adolescence. Tout le monde en parle, là. Tout le monde en parle, ouais. Tout le monde en parle, vraiment. J'ai vu beaucoup de médias mainstream en parler. Ça fait beaucoup réagir. Je l'ai vu, mais tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu. Et un petit bémol, par rapport à l'application, à ce qui s'est passé à Nantes, c'est pas vraiment les mêmes sujets. Non, mais j'ai bien dit. Non, ça n'a rien à voir. Ah, ok, d'accord. C'est juste le problème des réseaux sociaux. Et c'est quoi le sujet ? C'est plus réseaux sociaux sur adolescence. Sur la chose avec laquelle je suis d'accord avec Romain, c'est que peu importe que ça soit le problème de l'éco-anxiété, de la religion, ou alors pour adolescence, des relations, de la dynamique entre les hommes et les femmes, c'est les réseaux sociaux qui amplifient ce truc. Voilà. Mais en soi, les problèmes qu'il y a eu à Nantes ou qui sont proposés dans l'adolescence, c'est des problèmes auxquels on a tous été confrontés avant les réseaux sociaux. Draguer la petite copine, le rejet, etc. Mais moi j'étais dans un lycée, il y avait que des mecs, donc j'ai pas connu ça. Moi je n'ai pas été confronté à ça, les amis. T'étais en autarcie, toi. Moi j'ai fait collège, lycée, tu sais, chez les frères. T'as pas connu la douleur à 14 ans de te prendre un râteau. Non, j'ai attendu 18 ans. C'est encore pire. C'est pire à 18 ans, il vaut mieux commencer à 14. Bah oui, après, moi j'ai commencé très jeune les râteaux. Je rigole. Moi je vais être plus radical que le gouvernement. Moi je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux à tout mineur. Alors, moi je suis d'accord. C'est un vrai débat, ça.
Là, c'est le vrai débat. Parce qu'effectivement, c'est que là, vous avez soulevé des points très intéressants. En tout cas, moins de 15 ans. Vous avez soulevé des débats des éléments très intéressants où effectivement, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour finalement ce qu'il y a. Mais en fait, ça exacerbe les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment donc les plus utilisés pour les jeunes maintenant, c'est Instagram et TikTok. Et ces deux-là exacerbent vraiment les pires biais que tu peux avoir chez l'être humain et qui sont encore plus en situation d'insécurité. Au collège, tu as 10 ans, 11 ans. Donc voilà, entre 11 et 15 ans, tu vas vraiment c'est des gosses qui sont livrés à toi-même et tu le dis très bien. C'est qu'en fait, tu vas... je peux pas le révéler, il y a des phases très fortes dans la série Adolescence. Je pense on peut le dire, c'est... tu vois, sans spoiler, il y a un moment donné, tu as les parents qui disent... Ça, c'est vraiment la phrase du truc. Qui c'est là ? Non, faut pas que je le... C'était pas Betaram. C'était comme Betaram, mais sans la violence et les viols. La phrase très forte, et il faut le dire, parce que pour même tous ceux qui n'ont pas Netflix et qui verront jamais la série, c'est que tu as les parents qui disent « Mais nous, on comprend pas, parce que notre gosse était dans sa chambre, et on le voyait dans sa chambre, et on se disait il est en sécurité. Parce que la chambre, dans la maison, l'enfant qui est là, tu sais qu'il est protégé. Mais de base... Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout, parce que t'es livré. Le père, il dit, mais même moi, je suis en train de vous révéler toute la série, mais le père, il dit, mais même moi, il y a des fois, je cherche un truc et je tombe sur des vidéos, mais qui ont rien à voir avec des mecs influenceurs qui vont te raconter n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a ce truc-là de l'influenceur. C'est déjà un mot de fou. C'est l'influenceur, c'est quoi ce métier ? T'es là pour influencer le gosse. Mais là, sur l'information, c'est fou. Moi, il y a un pote qui me disait, un pote qui est pas du tout, pas très résistant, pas très rebelle, et on parlait de la fiabilité de l'information. Il me disait, on commence à parler du monde, etc., des fact-checkers. Je lui dis, tu sais, le monde, ils sont aussi fait condamner, c'est dur la fiabilité. Il me dit, mais oui, mais Romain, je veux bien. Mais moi, mon gosse, il vient me voir, il me raconte des trucs de fou. Et je lui dis, c'est quoi tes sources ? Et il me dit, c'est tel influenceur sur Instagram, il a 30 000 abonnés, ça veut dire il doit avoir raison. Ah, c'est vrai. Oui. Non mais pour nous c'est intéressant parce que c'est la première fois. Moi je suis pas papa, mais du coup c'est la première fois où pour les parents, en fait les réseaux sociaux font trop évoluer les conjonctures parentales de comment on se cultive, comment on s'échange. Voilà, il y a tellement de sujets quoi. Allez voir cette série. Allez voir si vous c'est quoi, c'est sur Netflix. Bon, si vous avez Netflix. Adolescence. Adolescence, c'est vrai que ça. Moi, ce qui est rigolo, c'est qu'on attend des séries, c'est américain ou je sais pas quoi. Bon, bref. C'est anglais. Bon, en tout cas, on attend des productions culturelles comme ça pour faire avancer des sujets de société. En fait, alors que ça fait des années qu'on voit que la jeunesse, elle est en souffrance sur plein de questions et de choses, que ce soit depuis le Covid ou même avant la compétition à l'école. Ce n'est que la chambre d'écho de notre société, l'école. Je veux dire, moi, tout ce que je voyais comme violence dans la cour de récré, c'était qu'une reproduction de ce qui se passe après dehors entre les adultes. C'est aussi parce que l'école, ça doit bien être compris comme un lieu de sociabilisation. Mais c'est pas un espace privé et que justement on essaye de faire rentrer du privé ou être dans la vie privée d'un enfant qu'il doit pouvoir protéger de toute façon. C'est protéger son intégrité, on fait toute une histoire par rapport au corps, mais il n'y a pas que le corps, c'est tout qu'on doit apprendre, que l'enfant doit apprendre à protéger. Et évidemment, comment on peut dire ça à côté de ça quand on a imposé des masques à des enfants à l'école, qu'il y avait cette chose où il y avait des enfants qui faisaient tomber des stylos pour pouvoir respirer et bouger leur masque. Dans certains établissements, ils avaient donné des jetons de respiration. Ils avaient 3 jetons par jour, 1 minute par jeton. Et à chaque jeton, tu pouvais sortir dans la cour de récré, respirer tout seul. Donc ce genre de principe qui a pu être fait, comment après un enfant et un adolescent va pouvoir lutter et avoir les barrières nécessaires pour justement se protéger. Je suis heureux d'avoir grandi dans les années 80-90. Franchement, c'était plus simple. Ouais, mais je pense que de toute manière, on reviendra jamais en arrière. Donc maintenant, il faut arriver à vivre avec ça. Il va falloir peut-être arriver effectivement à discuter ensemble de est-ce qu'on doit prendre des sanctions au niveau des réseaux sociaux parce que c'est trop grave pour les gosses. T'auras toujours des débiles qui vont parler sur les réseaux sociaux. Il y a des gens bien aussi sur les réseaux. Nous, ce qu'on fait, on essaie de faire de l'information. Donc il y a de tout. Mais par contre, moi, je vois quand même très bien que celui qui gueule fort et qui dit n'importe quoi arrive beaucoup plus à avoir des vidéos qui circulent. Donc tu vois, c'est aussi, on est tellement largué. Je pense que c'est nouveau.
Les réseaux sociaux, c'est encore très jeune, ça fait que 15 ans, et c'est vrai que c'est dur pour ces générations-là qui arrivent dans un monde où même les adultes sont complètement perdus face à ce truc nouveau. Et surtout omnubilés, parce qu'autant les adultes que les enfants, parce que maintenant il y a des enfants, ils ont des 3 millions d'abonnés, ils ont des communautés avec des marques, ils font des millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est des gamins, ils ont 7-8 ans pour mettre des pubs avec McDo, machin. D'ailleurs, j'ai vu un très bon cache investigation sur McDonald's, elle montre les lycées comment ils utilisent les jeunes gamins comme influenceurs, et tu te dis mais autant les adultes que les enfants, tout le monde obnubilé par le buzz, la course aux vues. En fait, ça dérègle complètement les cerveaux, quoi. T'en penses quoi de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Moi, je pourrais en parler 4 heures. C'est pour ça que t'as pas dit un mot depuis 30 minutes. Je vous écoutais vraiment religieusement, tu vois, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il faut, tu vois, tout est question de. Je pense qu'il faut. C'est facile à dire, mais il faut être dans la pédagogie. Parce que si t'interdis, tu vois, tu vas braquer l'enfant et il va y aller. Faut surtout pas. Et là, tu le perds, c'est foutu, c'est cuit. C'est clair. Faut l'accompagner, faut expliquer les dérives, tu vois, faut pas le laisser carte blanche non plus. T'accompagnes. Moi, je sais que personnellement. Pareil, je sais que j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, j'ai jamais eu de problème à l'école, j'ai jamais eu de problème avec les réseaux. Mes parents m'ont fait confiance, jamais l'interdiction, ils m'ont fait confiance. Après, j'ai pris ce que je devais prendre, j'ai regardé un petit peu autour de moi, j'ai essayé de... Je sais que tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde, mais je pense qu'il faut être dans la pédagogie, parce que si tu braques les jeunes de demain, tu vois, c'est là où tu vas les perdre, et c'est là où ça va te donner lieu à toutes les dérives. Après, les réseaux, comme Romain, je crois que c'est toi qui en parlait, t'as à boire et à manger, t'as de très bonnes choses. Je pense que les réseaux, c'est un peu comme... Non, je vais pas dire comme dans les relations hommes-femmes. C'est-à-dire que quand tu es en couple avec une femme ou un homme, tu as les bons côtés et tu peux pas avoir que les bons côtés. Forcément, quand tu vis avec quelqu'un, il faut aussi accepter qu'il y a aussi les mauvais côtés. À un moment donné, vous n'allez pas vous entendre, à un moment donné, il y aura des disputes, à un moment donné, il y aura... Et tu peux pas à chaque fois avoir cette vision angélique, prendre que ce qui est positif. Non. Là, il y a des dérives sur les réseaux. Elles sont là, elles sont certaines, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut réguler, être pédagogique, essayer de... Parce que si tu n'accompagnes pas les jeunes, tu vas encore plus les braquer. Si t'es là en mode père fouettard, en fait, il faut essayer de trouver pour moi un modèle hybride entre être ferme quand il faut et à la fois être souple et expliquer. Parce que si tu braques, tu perds l'enfant, c'est foutu. Il va suivre ses copains et ça va. Faut surtout pas rentrer là-dedans. Il faut la faire Il faut pouvoir. Il a dit quoi on peut traduire ou pas? J'ai l'impression que c'est un mot intraduisible. Est-ce qu'on peut traduire sans perdre la chaîne YouTube? Je vous laisse craquer tout. C'est Miloud. Si Miloud se déresponsabilise. Non. Mais la Ferda, c'est la claquette là. On se faisait taper avec la claquette quand on était jeunes. Ah, d'accord. La petite claque de fin de discussion. Mais là où c'est intéressant, justement, c'est vrai que c'est un sujet, on pourrait faire une émission entière dessus, parce que en fait, là, autant c'est raconté dans cette série Adolescence, mais je le vois chez plein d'autres parents, on en parlait tout à l'heure. En fait, les parents aujourd'hui sont aussi pris de court. Donc, en fait, on ne peut pas faire avancer la loi au niveau de la population sur comment on se protège, ou même pas au niveau de la loi, mais au niveau de la culture. Comment les parents se protègent si en fait on ne sait même pas quel est l'ennemi et quelle est la situation. Et là effectivement les parents ne savent même pas ce que vont vivre leurs gosses. Moi j'ai un pote qui a un enfant de 10 ou 11 ans et quand je lui parle de ce qu'il peut y avoir sur Instagram, sur TikTok, alors lui il arrive, je crois qu'elle est encore en primaire sa fille, mais elle a pas de téléphone portable. Lui, par exemple, je sais pas comment il arrive à survivre, sa fille elle met pas la pression. C'est aujourd'hui t'as le gosse qui... Ouais, ça c'est fou. Ouais, si t'as pas de téléphone aujourd'hui, ça c'est la base. Le gosse il va te mettre la pression parce que tous les autres ont un téléphone. Du coup toi t'es dans la merde. C'est vrai ça. Et pour toi, et Instagram, ça c'est une autre phrase d'adolescence qui est ouf. C'est pour ça que ça nous aide à comprendre. Moi j'aime bien toujours comprendre les plus jeunes générations et tout ça. Parce que maintenant on est des vétérans maintenant de la vie. T'as roulé ta bosse. J'ai roulé ma bosse. Et du coup, comment ça s'appelle, t'as le gosse qui dit, à un moment, on lui dit, mais pourquoi tu utilises Instagram? Et il dit, je suis obligé de l'avoir, sinon comment je regarde la vie des autres? C'est un truc. Ouais, c'est vrai en plus. Mais c'est des vraies phrases que les gosses peuvent te dire. Donc c'est pour te dire la nullité du truc. Et mais les adultes font pareil. Mais les adultes font pareil. De toute façon. Oui, mais l'adulte, il peut plus. Si les adultes veulent que les enfants lisent des bouquins, que les adultes lisent des bouquins devant les enfants, parce que je leur demande de pas avoir de téléphone, mais les adultes, c'est vrai, on est tous comme ça, avec le smartphone sous le nez, et les gamins qui sont dans le mimétisme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire pareil. La dernière fois, c'est ce qu'il me fait. Il y a un gars, je vais dans un concert, j'ai un bouquin dans ma veste, tu vois. Et du coup, bizarre.
Et du coup, j'arrive au concert et le gars, il me fouille de partout. Il fait, c'est quoi là? Il y a quoi là ici? C'est pas ton téléphone là. Je fais, j'ai un bouquin. Il fait, il y a encore des gens qui lisent et tout. Il a failli pas me laisser rentrer. Limite suspect, quoi. Limite suspect. Moi, je le fais dans le métro aussi, avec un livre. Et que je comprends pas comment on puisse... Ça me fascine parce que nous, on n'a pas vécu Enfin, moi, je demande des fois aux anciens, c'était comment le métro avant, tu vois? Question toute bête, mais J'ai connu le métro sans smartphone. T'as pas connu le métro sans smartphone, toi? Je crois pas. Bah, moi, j'ai même connu. J'ai commencé à prendre le métro il y a 10 piges, un truc comme ça. Moi, j'étais avec mon bouquin, j'allais à la fac avec mon bouquin, c'était génial. Moi, j'ai connu le métro où on fumait aussi. Ça, c'est une autre. Ça existait gravement. Ça existait à cette époque. Ça date. C'est vrai qu'on pouvait fumer dans les avions. Moi, je me souviens des mecs. Le train. On pouvait fumer dans le train. Ouais, ça fumait dans le bus, je me souviens. Dans le métro, c'est incroyable. C'est vrai. Dans le métro, pas d'aération, putain, le truc horrible. Mais pas dans toutes les rames. Mais si, enfin, on fume. Mais non. Si. Genre normal, t'es là, t'es assis. Bah ouais. Mais tu te souviens, c'est quand l'interdiction? Mais l'interdiction, tu te souviens, c'est quelle année? L'interdiction de fumer dans les lieux publics, c'est hyper récent. En fait, non. La loi E20, elle date des années 90. Elle a jamais été appliquée. Non, mais l'application. C'était 2007, je crois. 2007, ouais, exactement. C'est hyper récent. Et moi, je me souviens quand on était à la fac, on allait dans les cafés, ça fumait encore. C'est horrible en fait. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais fumeur, c'était horrible. Moi, tu puais la clope, tu sortais tous tes vêtements, tes cheveux. Mais j'avais pas le droit de rentrer dans le PMU. Et à un moment, je rentre dans le PMU, je sais plus pourquoi, il fallait acheter des timbres ou un délire. Et là, je me souviens, j'ai des souvenirs d'il y a longtemps. Et tu rentres, c'était un hammam, le truc. C'était un fumoir de ce que j'allais connaître après en boîte de nuit. Mais c'était horrible. Franchement, c'est quand même un mieux de plus fumer dans les lieux comme ça. Je pense. C'est-à-dire que moi, je suis devenue non-fumeur entre-temps. Donc, effectivement, je trouve que c'est mieux. Et que dès que dès que je sens une cigarette, je tourne et je lance un œil noir malgré moi. Mais c'est vrai que je suis devenue très intolérant à la fumée. Tiens. Mais c'est vrai que... je voulais rebondir sur le commentaire parce que la fille de FC. Salut FC. Voilà, c'est une des rares enfants qui a supprimé TikTok de son incroyable. Ta fille est unique, FC. Ça me fait penser à un commentaire. Putain, non, mais des anecdotes comme ça après, moi, si vous m'arrêtez pas, je pourrais faire l'appel. Il est 18h41. J'avoue, le sujet est incroyable, on pourrait partir pendant 2-3 heures. On est samedi matin, 3h du mat. La dernière fois, j'avais une amie qui, elle, désinstalle Instagram, où elle a vraiment une addiction complète, parce que du coup, ça crée aussi des addictions. Elle y est restée, elle estimait entre 3 et 4 heures par jour, voire plus de 4 heures certains jours. Donc t'imagines, elle en avait marre du temps perdu dessus. Donc elle dit, elle le désinstalle. Elle me montrait les messages de d'autres de ses potes, sur un peu plus de son âge, et qui lui disaient mais complètement de l'incompréhension. Ça te marginalise instantanément. Il disait mais comment tu vis sans ça? Ah, t'es courageux. Ou alors il y en avait plein de j'aimerais bien faire ça moi aussi, genre tu vois le truc un petit peu, j'aimerais bien arrêter de fumer. Mais ça t'intègre pas du tout en réalité. On est d'accord, mais de toute façon dès que tu fais un truc différent, c'est comme à l'époque quand t'avais pas des Nike au pied, on te pointait du doigt en mode t'es un peu bizarre. Mais en fait on en vient vraiment sur le problème de l'autonomie, et de l'image et de l'aspect superficialité, de quelle place on donne à l'image dans la société par rapport à l'intellect. Et en fait, les réseaux sociaux sont que des véhicules à images, trafiqués, à images retouchées en plus. En plus, parce que maintenant avec les filtres, on a l'impression que les gens sont comme ça, alors qu'en fait, ils sont complètement différents, mais tout est filtré. Ils se mettent dans les meilleurs endroits du monde. D'ailleurs, à cause d'Instagram, il y a des lieux touristiques qui sont sursaturés et surpollués, et les gens viennent tous dans le lieu où ils ont vu la photo sur Instagram pour refaire la même. Et ils font tous la queue comme ça pour avoir la même photo. C'est un peu désespérant. C'est un tourisme Instagram, et c'est désespérant. C'est fascinant ce sujet, parce que là, tu parlais justement de la pression sociale qu'on avait avec les chaussures, les Jordan et tout ça à l'époque. Ouais, les Nike Air. Et en fait, le truc, c'est que tout le temps, je voulais des Nike Air, j'en ai jamais eu à l'époque. Encore maintenant, là, tu me dis, va m'acheter des Nike Air. Non, mais maintenant, j'en ai, ça sert plus à rien. C'est passé, Marco. C'est passé, je suis has-been en fait. Mais justement, c'est intéressant parce que ça, cette pression sociale, elle foutait vraiment la haine et tout ça. Des pressions sociales, on en a plein. Et en fait, la situation, c'est qu'on met de plus en plus d'éléments. C'est cette forme de capitalisme qui aujourd'hui met une tonne de nouveaux outils, de complexes et de normes sociales sur les gens,
À l'époque, on n'avait pas autant, nous, cette comparaison sur les réseaux sociaux, les TikTok et tout. Et TikTok, t'as un truc, mais horrible. C'est vraiment, faut en parler, la sexualisation des gosses dessus. Aujourd'hui, ils sont... Là, j'ai un pote qui fait des stages. Exactement. Mais ouais, non, mais ça me rend fou. Ça, pour le coup, je l'ai vraiment découvert là. Toutes les nanas, elles sont là à danser, à se mettre en petite tenue. Et t'as des challenges hyper sexuels, quoi, qui... Ah oui, tu dois faire une vidéo comme ça, où tu montres des ombres, tu sais, tu dois faire une sorte de jeu de... Pas un jeu de un truc un peu sensuel ou... Ouais, enfin bref, mais c'est un auto-bizutage, quoi. Ah putain, pardon, pas le gros mot, mais oui, c'est ça, ouais, ben voilà, ouais. Quand t'as dit Capitaine, moi ça me fait penser, et ça date, de toute façon, les penseurs, les philosophes ont déjà pensé à ça depuis longtemps. Michel Clouscar, un philosophe français des années 70-80, je vous repasserai un jour l'extrait, il est face à Jacques Séguéla, le jeune publicitaire qui débarque et qui venait de faire élire Mitterrand. Donc ça doit être en 82. Séguéla ? Ouais, c'est Séguéla qui a fait la campagne de Mitterrand. Avant celle de Sarkozy, rien à voir. Ah oui, rien à voir. Mais là, il débutait, il était tout jeune, avec ses bagues, sa chevalière, ses trucs en or, sourire bright, tout bronzé qui revient du ski, beau gosse, costard. Il est face au vieux de la vieille, le vieux campagnard philosophe qui s'appelle Michel Clouscar. Et ils sont sur le plateau de Bernard Pivot et ça parle capitalisme de la séduction, puisque Clouscar a écrit un bouquin qui s'appelle Le capitalisme de la séduction. Alors, on peut pas mieux dire la chose. Et en fait, regardez cette séquence, elle est franchement mythique. Et on voit vraiment ces deux mondes qui s'affrontent, ce monde de la publicité et du mensonge et de l'apparence, face au monde des idées et des concepts. Et même Clouscar, à un moment donné, il dit, parce que l'autre, il est tout le temps en train de faire des sophismes, tu sais, pour essayer d'avoir raison, il dit, de toute façon, face à vous, face à un sophiste, je ne peux pas gagner. J'ai perdu d'avance. Parce qu'il a toujours raison, le sophiste. Et c'est ce monde-là, on voit cette comme une prise de relais, une passation de pouvoir dans cette époque où la publicité, les apparences vont commencer à prendre le relais dans la vie des gens, devenir centrales. Et c'est vrai que nous, on l'a vécu petit dans les années 90. Les Nike Air, les Jordans, tout ce qu'on a vu à la télé, tout ce qu'on voulait reproduire nous-mêmes. Et tout ce qui aujourd'hui est un paroxysme ultra toxique dans les réseaux sociaux. Et c'est intéressant que tu parles de ces gars-là parce qu'en fait on se rend compte que la publicité, t'as raison, les publicitaires, c'était les premiers influenceurs, pas les premiers, exactement, mais c'était les influenceurs avant les influenceurs et ça véhicule la pire merde en fait que tu peux avoir dans la société parce qu'ils sont là pour te vendre un produit, ils s'en foutent de si culturellement, philosophiquement ça va t'apporter quelque chose, non, ils veulent te vendre ce truc et ils te vendent des normes sociales. Ces gars-là, on se rappelle sa grande phrase, c'était si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie, tu te souviens de cette phrase? Elle était incroyable. C'est de la pourriture humaine ce truc-là. Mais ça te rentre dans le cerveau. Et pour les esprits les plus fragiles. Ouais. Mais parce que t'imagines à quel point oui, pour les esprits les plus fragiles. Moi, j'avais pas de Nike Air, je me sentais une grosse merde, quoi. Tu vois, on nous a fait croire qu'avec des objets, tu vois, alors pour l'adulte c'est la Rolex, pour le gamin c'est les Nike, les baskets, et on nous fait croire qu'avec ça on va être quelqu'un. Et si on avait suivi ces gars-là, nous là on bosserait à BFM ou je sais pas où, et pas du tout ici où justement c'est beaucoup plus dur de s'en sortir, mais on fait quelque chose qui a des valeurs pour nous. Exactement. Puis c'est d'ailleurs bien la singularité. S'il y a un recruteur à BFM, je cherche du boulot. Insupportable ça. Chaque fois il prend un malin plaisir à se faire passer pour le Séguéla de Nexus là. Mais ça lui va bien, mais je sais qu'au fond de lui, il le ferait jamais. Tu l'as débauché où, là? Mais il aime bien jouer ce rôle, ça marche bien. Ça. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, donc je parlais de la singularité parce que c'est un terme que j'ai dû employer parce que on nous a critiqué l'individualisme et on a associé l'individualisme avec de l'égocentrisme, alors que fondamentalement, un individu, c'est quelqu'un qui est autonome. Donc je me pose la question du pourquoi cette attaque de l'individualisme tel qu'il est initialement, qui est justement une personne qui a sa propre identité et qui s'accepte aussi différent et qui accepte l'altérité. Et rappelons aussi qu'on ne peut être un tout seul. Donc fondamentalement, un individu aime et encourage autrui à être un autre individu. Les amis, 18h48. Ouais. Peut-être un dernier mot de Mimi. Non, mais c'est intéressant ce que tu disais, Marco, ce que vous dites. Romain, c'est vrai qu'on pourrait en faire une émission, ça, Marco. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais ça peut être l'objet d'une émission, les réseaux, l'impact. Après, je pense qu'on est beaucoup dans le... Après, les réseaux, est-ce que c'est pas aussi un miroir de ce qui se passe dans la société, tu vois? On est beaucoup dans le conformisme, dans le mimétisme, tu vois. Suivre la mode, suivre ce que font les gens, être, tu vois... T'en as beaucoup qui, tu vois... Ça me fait rappeler un peu... Moi, j'avais vu la bascule, rien à voir, hein, mais j'avais vu la bascule... lors de mon passage de la 3e au lycée, où
où je voyais qu'il y avait des personnes qui fumaient pas du tout, mais qui fumaient dès l'arrivée au lycée pour se faire accepter du groupe. Oui. C'était intéressant. On l'a tous fait. C'était pareil à l'école. Comment ça, on l'a tous fait? Non, mais tu vois, après, c'est intéressant, sociologiquement. Moi, ça m'a toujours fasciné, ça. C'est vrai, le mimétisme. Mais le mimétisme. Putain, pour intégrer un groupe, il faut que je fasse quelque chose que je comptais pas forcément faire, mais pour être accepté, je vais le faire. C'est super. La pression du groupe, mais c'est vrai que pourquoi on est comme ça? Parce que ça date de la nuit des temps, c'est un réflexe de survie. C'est un réflexe de survie qui est ancré, c'est-à-dire pour appartenir à un groupe, on est obligé d'être dans le mimétisme. Ça a des avantages. C'est que du coup, on est beaucoup plus fort qu'on est dans un groupe et on apprend plus vite par le mimétisme. Mais encore une fois... Mais dans une société du spectacle, ça a que des désavantages de faire ça. Mais sur la clope, justement, on n'a pas tous fait ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont protégés. Moi, c'était plus qu'en 15e, c'était plus dans les écoles de... Non, je ne suis même pas à 15 ans. Hein. Ah, moi, à 15 ans, je me rappelle des premières clopes roulées, tu sais, qu'on se faisait tourner comme ça. Moi, je fumais à 13 ans et je fumais des Denil. Dans mon collège, les c'était Denil. dans les toilettes. Ah ouais, dans les bois. Les toilettes, c'était pour fumer, ouais. Non, mais bon, je me suis mis après, donc je vais pas faire. C'est bien, vous êtes des gens sains. Mais c'est intéressant. Ouais, on a dire que arrêté. je fumais, donc. Mais vaut mieux fumer à cet âge-là qu'à 15 ans. Parce que, je crois qu'est-ce qu'on a été cons. Je crois que je m'y mets à 19 ans. Bref, pas de mauvais exemple. Ne fumez pas. Ça ne sert à rien. Mais voilà. Mais donc, la question là-dessus, c'est que sur la clope, justement, le fait qu'on s'y soit pas tous mis, contrairement à une certaine époque où peut-être dans les années 60, les gens s'y mettaient beaucoup plus aussi, c'était en tout cas les mecs, justement, il y a eu une grosse du lobbying anti-cigarette qui a été fait. Et c'est là où ça protège aussi les enfants. Encore une fois, on ne pourra pas. Nathalie, c'était intéressant. Elle disait par exemple interdire les réseaux sociaux avant 16 ans dans le chat. Oui, j'ai vu ça. Et c'était et en fait je pense pas qu'on pourra les interdire parce que tu peux pas, surtout à 16 ans, le gosse il a eu trop de frustration, de trucs. Il faut laisser les enfants faire, mais il faut arriver à leur donner Aujourd'hui, on bride les gosses. Enfin, pas aujourd'hui. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'étais bridé, je voulais toucher à tout. Et on me disait non, touche pas à ça, non, touche pas à ça. Il y a rien de pire pour laisser un gosse aller à n'importe quoi. Moi, je sais pas comment je suis arrivé là dans la vie. Hein. Ça se trouve, je suis pas le mieux tombé dans le magazine le plus rebelle de France. Mais donc, tu vois ce que je veux dire. Genre vraiment, laissons. Faut aussi arriver à aller plus écouter les gosses, plus les besoins des gosses, leur donner plus de trucs parce qu'il y a trop d'enfants qui sont laissés à eux-mêmes, quoi. Et pour en revenir à la base de la discussion, c'est ça, ce gosse-là, peut-être qu'il avait des problèmes psychiatriques, mais en tout cas, il y a un manque d'accompagnement de tous les enfants. Bien sûr, et je le vois. Et moi, je le vois quand je vais au sport et tout ça, que je vois les gosses qui sont avant, quand je les entends parler dans les vestiaires. Je dis pas que nous, c'était pareil quand on avait 15 ans, tu vois, mais il y a un vrai mal-être. Et aussi par rapport à ces normes sociales. Donc vraiment, il faut commencer à se bouger, à écouter les gosses et tout ça, quoi. C'est vrai. Petit bémol. Allez. Vas-y. Moi, je suis pas pour écouter le gosse. Moi, je suis pour lui mettre une claque si lui, il écoute pas. Toi, t'es pour la charca, comment tu l'appelles là? Oui, la ferda. La ferda. Non, merde, je roule trop la langue. Pour être honnête, moi, je pense qu'il faut faire attention. Si on écoute trop les gosses, justement, comme ils sont extrêmement influençables, on risque d'aller vers une dérive encore plus tangente. Moi, perso, je suis pas forcément pour. Pourquoi? Pour écouter les gosses? Non, pour foutre des teutards. Moi, à chaque teutard, je faisais exactement l'inverse. C'était tout le contraire. Donc, je pense qu'en fait, dans tous les cas, c'est toujours la même chose. On en revient à un manque de communication, un manque de lien humain. Que ce soit teutard, pas de teutard, peu importe. S'il n'y a pas de lien entre les parents et les enfants, les professeurs ou les maîtres et les élèves, mais de vrais liens, pas juste bonjour, au revoir, tu vois, qu'il n'y a pas de vraie connexion humaine, ça ne sert à rien d'essayer d'enseigner quoi que ce soit aux gens ou de les éduquer. Il faut qu'il y ait du lien humain, parce qu'en fait, sinon derrière, il y a quoi? Il y a de l'obéissance, de l'autorité, de la peur, parce que sinon les gamins ils vont obéir par peur. Et moi, je trouve ça dommage. Il y a un gars qui embauche vachement de jeunes dans sa boîte et qui me disait la dernière fois, on communique, on n'a jamais communiqué autant de notre histoire, mais on sait jamais, voilà, on ne sait jamais, on n'a jamais su aussi peu communiquer. Les gens ne savent même pas. Le paradoxe est fantastique. Eh ben oui, parce qu'il y aura la chronique de Laurence tout à l'heure. Du coup, on voulait la faire là, on va peut-être la faire